Dans l'émission précédente, nous avons vu comment se sont développés les concepts de la théorie de la tectonique des plaques et en quoi consiste cette théorie. J'avais terminé l'émission en vous disant qu'il nous restait à faire le test du modèle. En bon scientifique, on peut se demander si effectivement la tectonique des plaques constitue une théorie scientifique. Une théorie scientifique, c'est un ensemble de lois systématiquement organisées, soumises à une vérification expérimentale et qui visent à établir la vérité d'un système scientifique. Nous examinerons donc dans cette émission si la tectonique des plaques répond à cette définition en vérifiant sa cohérence et son pouvoir unificateur. À tout modèle, il faut une validation et le meilleur test qu'on peut faire subir à un modèle, c'est de vérifier sa capacité à expliquer les phénomènes dont il est censé rendre compte. Plusieurs grands phénomènes géologiques avant la formulation de la tectonique des plaques défiaient tout entendement. Aujourd'hui, avec cette théorie, on les explique beaucoup plus facilement. Par exemple, on savait bien que la lave des volcans provenait du manteau, mais on n'avait aucune idée pourquoi il y avait ce magmatisme et surtout pourquoi il était distribué comme il l'est aujourd'hui. Même chose pour l'origine et la distribution des tremblements de terre. C'est aussi la même chose avec la formation des chaînes de montagnes. On saisissait très bien par l'observation de la géométrie à l'intérieur des chaînes de montagnes, la géométrie des couches qui était fortement plissée, qu'il avait donc fallu avoir des compressions latérales très importantes pour déformer ces couches et surtout pour soulever tout ce matériel qui, à l'origine, s'était déposé sur les fonds océaniques. Plusieurs phénomènes sont expliqués par la tectonique des plaques, mais nous allons nous restreindre ici maintenant uniquement à 4 grands phénomènes. Les tremblements de terre, le volcanisme, la déformation des roches et la formation des chaînes de montagnes. Mais d'abord, un bref rappel sur ce que nous dit la théorie de la tectonique des plaques. La lithosphère terrestre est découpée en plaques rigides qui glissent sur la sténosphère. Ces plaques en mouvement vont agir les unes sur les autres et vont engendrer 3 types de frontières. Des frontières divergentes, convergentes et transformantes. Aux frontières divergentes, il se fabrique perpétuellement de la lithosphère océanique. Et en réaction à cette fabrication de lithosphère, il y a destruction de lithosphère aux frontières convergentes. Cette destruction est assurée par subduction de la plaque et par sa digestion dans la sténosphère. Pour accommoder des différences de vitesse dans les mouvements des plaques, il y a les frontières transformantes qui permettent aux plaques de glisser l'une contre l'autre. Nous allons commencer avec un phénomène géologique qui, de tout temps, a terrorisé les populations qui vivent dans certaines zones du globe, les séismes ou, si vous préférez, les tremblements de terre. Voyons le pourquoi de ces tremblements de terre. Lorsqu'un matériau rigide, comme cette latte de bois, est soumis à des contraintes de cisaillement, elle va se déformer. Elle va se déformer jusqu'à atteindre sa limite d'élasticité. Et lorsqu'elle aura atteint cette limite, elle va se fracturer. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est que le matériau a accumulé de l'énergie et qu'il a tout à coup subitement libéré cette énergie en se rupturant. Bien, c'est exactement ce qui se passe dans la croûte terrestre lorsqu'elle est soumise à des forces de cisaillement. Sous l'effet des contraintes causées par le mouvement des plaques tectoniques, par exemple, la lithosphère accumule de l'énergie. Lorsqu'en certains endroits, la limite d'élasticité sera atteinte, il se produira une ou des ruptures qui se traduiront par des failles. L'énergie brusquement dégagée le long de ces failles causera des séismes. Si les contraintes se poursuivent dans cette région, l'énergie va s'accumuler à nouveau et la rupture conséquente va se faire dans le même plan de faille. Donc, pour une région donnée, les séismes vont toujours se faire dans ces mêmes plans de faille. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faiblesses dans la croûte terrestre dans ces régions. À cause des forces de friction entre les 2 parois de la faille, le mouvement ne se fera pas de façon continue, mais plutôt va se faire à coups, et donc les séismes vont donc se produire successivement. On peut se demander maintenant quelles sont les causes immédiates des séismes. Il y en a un certain nombre.
Le réajustement isostatique, par exemple, peut causer des séismes. On sait que lorsqu'il y a eu un empilement de glace très important au-dessus de la croûte terrestre, on parle en quelques milliers de mètres, ce poids énorme sur la croûte terrestre va donc la déprimer. Lorsque la glace fond relativement rapidement, la croûte terrestre va rebondir. S'il y a des fractures dans cette croûte, ben, il va se faire des séismes le long de ces fractures. Une éruption volcanique peut aussi produire un séisme. Lorsque la chambre magmatique est vidée, par exemple, il peut se faire des effondrements qui vont causer des séismes. Les activités humaines aussi peuvent causer des séismes. Par exemple, le fait de construire un barrage et d'accumuler un grand volume d'eau à l'arrière de ce barrage va déprimer la croûte terrestre, va donc imprimer des contraintes à cette croûte terrestre et il peut se produire des séismes. Des séismes de faible magnitude, mais des séismes tout de même. Cependant, la cause universelle des séismes, on peut dire que c'est la tectonique des plaques. Un point très important à retenir ici, c'est que les séismes ne vont se produire que dans du matériel rigide. En d'autres termes, les séismes vont se produire dans la lithosphère et non dans la sténosphère qui, elle, est plastique. Prenons comme exemple les séismes qui se produisent fréquemment le long de la faille de San Andreas en Californie. Le mouvement des deux compartiments de part et d'autre de la faille va faire en sorte que le matériel va périodiquement atteindre son point de rupture et déclencher un séisme. Un front d'onde sismique va alors se propager dans la croûte terrestre. Un point de terminologie ici. On appellera foyer le lieu dans le plan de faille où a réellement été produit le séisme et l'épicentre, le point à la surface terrestre, au droit du foyer. On a vu dans la première émission que les séismes émettaient divers types d'ondes. On a distingué deux grands domaines, les ondes de surface et les ondes de volume. On avait illustré les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement qui ne se propagent que dans les solides, et les ondes P, qui sont des ondes de compression assimilables aux ondes sonores et qui se propagent dans tous les états de la matière. Quand on parle de tremblement de terre, il faut aussi parler de deux autres types d'ondes qui se propagent en surface. Les ondes de Love, ou ondes L, qui sont assimilables à une onde de cisaillement, comme les ondes S, mais qui déforment les matériaux dans un plan horizontal. Elles impriment au sol un mouvement de vibration latérale. Et les ondes de Rayleigh, qui sont assimilables à une vague. Les particules du sol vont se déplacer selon une ellipse créant une véritable vague qui affecte le sol lors des grands tremblements de terre. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre dans un coin du globe, les médias s'empressent de nous informer sur sa force. Question de nous dire, il y en a eu un gros ou un petit. En fait, il est légitime d'avoir une échelle qui nous permette d'évaluer les tremblements de terre et surtout de les comparer entre eux. Nous disposons actuellement de deux échelles pour évaluer les tremblements de terre, l'échelle de Mercalli et l'échelle de Richter. L'échelle de Mercalli a été développée en 1902 et modifiée en 1931. Elle indique l'intensité d'un séisme sur une échelle qui va de 1 à 12. Elle se fonde essentiellement sur deux paramètres, la destruction qu'a causé le séisme et la perception qu'en ont eu les populations. Déjà, vous voyez qu'on a là une bonne dose de subjectivité. Et de plus, la perception qu'ont les populations du séisme et la destruction causée vont varier par rapport à la distance au séisme. On a donc là une échelle qui est variable géographiquement. C'est en 1935 que l'échelle de Richter a été proposée. Cette échelle mesure la magnitude d'un séisme. Elle va de la valeur 1 en augmentant. Le séisme le plus élevé actuellement qui a été enregistré sur Terre, c'est un séisme de l'ordre de 9,5 au Chili en 1960. Cette fois, il s'agit véritablement d'une valeur qu'on peut dire objective. Il n'y a qu'une seule valeur pour un séisme. D'abord, il y a bien sûr la description par la vibration apportée par les ondes P, les ondes S, les ondes de Love, les ondes de Rayleigh.
Pour illustrer ce type de destruction, je vais utiliser comme exemple l'effet des ondes sismiques sur une simple clôture. Les ondes de compression P vont faire en sorte que les mouvements du sol vont déplacer les poteaux de la clôture parallèlement à l'alignement de cette dernière, avec le résultat final que les distances entre les poteaux ne seront plus égales. Les ondes de Love vont causer un déplacement latéral des poteaux de la clôture, alors que les ondes de Rayleigh vont littéralement déformer le sol et laisser une vague à la surface, avec l'effet que vous voyez sur la clôture et les arbres. Imaginez un peu s'il s'agissait d'édifices en hauteur. Deux facteurs sont importants à considérer lorsqu'on parle de destruction par les vibrations. C'est la nature du sol et c'est évidemment la qualité des constructions. Un second type d'effet relié à la destruction par les séismes, ce sont les tsunamis que peuvent engendrer les séismes. On en a eu un très bon exemple récemment avec le grand tsunami qui a été engendré par le séisme de Sumatra en décembre 2004. Un tsunami est engendré par un soulèvement du fond marin à la suite d'un séisme. On parle ici de fond océanique à grande profondeur, 1 millier et quelques milliers de mètres. Ce soulèvement se mesure en général en dizaines de centimètres, tout au plus 1 mètre. Quoique dans le cas du séisme de Sumatra, on évalue le soulèvement à plusieurs mètres. Ce soulèvement du fond va soulever l'eau et causer en surface un soulèvement correspondant presque imperceptible. Il faut voir cependant qu'un immense volume d'eau a été soulevé. N'oubliez pas qu'on parle en milliers de mètres de profondeur. Ceci va déclencher un déplacement latéral qui va se traduire en surface par une vague sismique, d'abord imperceptible, et qui, lorsqu'elle arrive près des côtes où la profondeur d'eau est faible, se gonfle subitement. Le premier phénomène à se produire sera d'abord le retrait de l'eau, un événement susceptible, évidemment, d'attirer les curieux. Immédiatement suivra la vague déferlante qu'on nommera de marée, même si ça n'a rien à voir avec la marée. Une vague pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. On a connu des cas jusqu'à 30 mètres de hauteur. À Banda Aceh, à Sumatra, la vague a atteint la dizaine de mètres. La vague se retire et par la suite une seconde vague, puis quelques autres peuvent suivre. La vitesse à laquelle se propage un tsunami est grande, 500 à 800 km à l'heure, diminuant cependant lorsqu'on arrive près des côtes en faible profondeur à quelques dizaines de kilomètres à l'heure. Ainsi, un tsunami qui aurait été initié à quelques 1000 km des côtes mettra 2 heures avant de rejoindre cette côte. La périodicité des vagues est de l'ordre de 15 à 60 minutes. Il y a encore d'autres destructions qui sont reliées au séisme. Par exemple, la liquéfaction des sols qui vont causer de grands glissements de terrain. Ou encore de nombreux incendies, particulièrement dans les villes qui utilisent le gaz naturel, où les canalisations, par exemple, vont être coupées par les mouvements de terrain. Depuis longtemps, on savait que les séismes sévissaient dans certaines régions privilégiées, si on peut s'exprimer ainsi, sans trop savoir pourquoi. Nous allons voir maintenant que la répartition des épicentres des séismes à la surface de la planète, de même que leur répartition en profondeur, viennent appuyer la théorie de la tectonique des plaques. En surface, donc, les séismes ne se répartissent pas de façon tout à fait aléatoire. Ils suivent un patron bien particulier. C'est ce que nous allons voir maintenant sur cette carte. La répartition mondiale des séismes est représentée sur cette carte par les points foncés. La première constatation, c'est que ces séismes correspondent aux limites des plaques tectoniques. Par exemple, tout autour du Pacifique, on voit que les séismes correspondent aux zones de convergence, donc, qui forment donc toute cette zone de sismicité extrêmement active. Les séismes correspondent aussi aux limites divergentes des plaques, comme par exemple tout le long de l'océan Atlantique, le long de cette dorsale médio-océanique, et même jusque dans l'océan Indien ici.
Ils correspondent aussi aux grandes failles transformantes, comme par exemple cette grande faille transformante ici qui vient mourir dans le détroit de Gibraltar, mais aussi à d'autres endroits comme ici, des grandes failles transformantes comme celle-ci. Cette carte tirée du site Internet de la Commission géologique des États-Unis montre un autre aspect très important de la distribution des séismes. Une distribution en fonction de leur profondeur cette fois. L'échelle de couleur à droite de la carte se réfère à la profondeur des séismes. Les séismes représentés par les points de couleur orangée sont à faible profondeur, de 0 à 30 km. Ceux de couleur jaune puis verte sont un peu plus profonds, jusqu'à 150 km. Ceux de couleur bleue sont à des profondeurs intermédiaires de 150 à 300 km. Et finalement, les couleurs violettes et rouges représentent des séismes très profonds, à plus de 300 km jusqu'à 800 km. Voyons d'un peu plus près la signification d'une telle répartition. Concentrons-nous sur la zone Japon-Kouril dans le Pacifique Nord. Voici d'une manière simplifiée la répartition des épicentres des séismes de faible profondeur, celle des épicentres des séismes de profondeur intermédiaire et celle des épicentres des séismes profonds. On voit que les séismes superficiels se situent à la hauteur des fosses océaniques, alors que les séismes intermédiaires se trouvent un peu plus à l'ouest, en bordure de la plaque océanique, et les séismes profonds encore plus vers l'ouest. Une coupe à la hauteur de l'arc des Kourils nous montre la présence, au pied de l'arc volcanique, de la fosse océanique des Kourils. Ajoutons sur cette coupe la répartition des séismes selon la répartition de leur épicentre en surface et de leur profondeur. On aura les séismes superficiels, les séismes de profondeur intermédiaire et les séismes profonds. Rappelez-vous que je vous ai dit il y a quelques minutes que les séismes ne pouvaient se produire que dans du matériel rigide. Il n'est donc pas possible de générer des séismes dans la sténosphère. Il faut donc qu'il y ait du matériel rigide dans la sténosphère pour expliquer cette situation. La seule alternative est de considérer que la lithosphère plonge dans la sténosphère, ce qui explique la présence de séismes qui se produisent lors de l'enfoncement de la plaque à des profondeurs intermédiaires et à des profondeurs encore plus importantes. Ce qui explique aussi le volcanisme à la marge de la plaque eurasienne, ce que nous verrons un peu plus tard dans cette émission. On a une situation identique à la marge du continent sud-américain, à la hauteur de la fosse du Pérou, où les plaques de Nazca et de l'Amérique du Sud entrent en collision. On voit bien cette polarité des épicentres des séismes qui va des séismes superficiels, en orangé à l'ouest, passant progressivement vers l'est à des séismes de plus en plus profonds. Ce qui se traduit en coupe par la situation suivante, où les séismes se distribuent le long de la plaque plongeante sous le continent. On a donc là une belle démonstration qu'il y a bel et bien de l'enfoncement de lithosphère dans la sténosphère. Sinon, nous n'aurions pas de ces séismes intermédiaires et de ces séismes profonds. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit à l'émission précédente, ceci donne raison à Arthur Holmes contre Warren Carey. C'est la raison pour laquelle il y a des séismes intermédiaires et profonds uniquement aux zones de convergence. Aux frontières divergentes, la lithosphère océanique ne dépasse pas les 15 km, ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels. Le mouvement qui se produit sous la lithosphère se fait dans une asténosphère plastique, et par conséquent, on ne peut pas engendrer de rupture. Les séismes viennent appuyer la théorie de la tectonique des plaques. D'abord dans la répartition de leurs épicentres. La correspondance qu'il y a d'une part entre les zones de divergence et la faible profondeur des séismes et d'autre part les zones de convergence et la présence de séismes superficiels, intermédiaires et profonds viennent conforter l'idée qu'on se fait des marges de plaques tectoniques et des processus qui s'y déroulent. Puis, ils viennent aussi confirmer le fait qu'il y a enfoncement de lithosphère dans la sténosphère jusqu'à des profondeurs de 800 km. Une idée, donc, qui avait été rejetée par Warren Carey dans son modèle de l'expansion de la Terre.
Les volcans constituent la hantise des populations qui vivent à leur voisinage. Tout comme les séismes, ils ne se répartissent pas de façon aléatoire à la surface de la planète. On va voir qu'effectivement, ils correspondent aux limites entre les plaques tectoniques, mais on va voir aussi qu'ils s'en trouvent au milieu des plaques tectoniques. Nous allons donc commencer par étudier ce groupe de volcans qui se situe aux limites des plaques tectoniques. Et nous allons commencer avec les zones de divergence. Alors, évidemment, les zones de divergence, mais ça se situe au niveau des dorsales. On sait donc qu'il y a du volcanisme sur ces dorsales, donc que ce soit de l'Atlantique ou que ce soit ici du Pacifique. On retrouve cependant aussi du volcanisme sous-marin au niveau de divergence, par exemple dans une mer linéaire comme la mer Rouge ici, et aussi dans les rifts continentaux, comme par exemple, évidemment, le Grand Rift africain. Nous allons nous concentrer sur les dorsales médio-océaniques. On a vu que c'est à cet endroit que se forme la nouvelle lithosphère océanique et que le volcanisme en est une des manifestations. La fusion partielle du manteau supérieur produit du magma qui s'infiltre dans tout le réseau de fractures de la croûte océanique. La plus grande partie de ce magma cristallise dans les fractures et forme ainsi de la nouvelle croûte. Mais une partie du magma parvient à se faire un chemin jusqu'à la surface et forme ainsi des volcans sur le fond marin, dans le rift de la dorsale. Ce volcanisme nous est connu par l'exploration des fonds océaniques qui a été faite par des petits submersibles, mais aussi par un cas particulier qui est le cas de l'Islande, qui est une île ou presque un microcontinent formé uniquement de volcans. L'Islande est carrément assise sur la dorsale médio-océanique ici. Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela. L'Islande, il n'y a pas que du volcanisme de dorsale médio-océanique, mais aussi du volcanisme de point chaud. C'est un sujet qu'on va voir dans quelques minutes. On le sait, il y a aussi du volcanisme au niveau des frontières convergentes, qu'il s'agisse d'une convergence entre deux plaques océaniques, comme dans la partie gauche de ce schéma, ou d'une convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale, comme à droite, l'enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère produit du magmatisme. Le meilleur exemple de ce type de volcanisme est représenté par ce qu'on appelle la ceinture de feu ici, tout autour de l'océan Pacifique, où il y a énormément de volcans. On a aussi un petit arc insulaire ici qui se trouve à la marge des Antilles, et puis un arc insulaire un peu plus important qui se trouve ici tout au long de l'Indonésie. Examinons d'abord le cas où il y a convergence entre deux plaques océaniques. Le volcanisme qui résulte de l'enfoncement d'une plaque sous l'autre va former un chaînon de volcans qui s'élève au-dessus de la surface des océans pour constituer ce qu'on appelle un arc insulaire. On retrouve de ces arcs insulaires dans le Pacifique Ouest, associés aux fosses océaniques profondes. Voyons de plus près cette collision plaque océanique contre plaque océanique. L'enfoncement d'une des deux plaques dans la sténosphère provoque une fusion partielle du matériel enfoncé, produisant du magma. Nous verrons dans une prochaine émission les causes de cette fusion partielle. Comme dans le cas du magmatisme de dorsale, une partie de ce magma cristallisera dans la lithosphère et une autre fera son chemin jusqu'à la surface pour former des volcans sur le fond océanique. Ces volcans vont progressivement croître jusqu'à la surface de l'océan pour former un chaînon d'îles volcaniques qu'on nomme un arc insulaire. La collision entre une plaque océanique et une plaque continentale va aussi provoquer du volcanisme. Mais les volcans vont se trouver cette fois-ci sur la marge de la plaque continentale. Les processus sont sensiblement les mêmes que pour le cas précédent. Il y a fusion partielle du matériel enfoncé et production de magma, qui va réussir à percer la lithosphère continentale pour construire des volcans continentaux qui formeront ce qu'on appelle un arc continental. Les arcs volcaniques continentaux sont bien représentés tout au long de l'ouest des Amériques par la chaîne des Cascades ici, par les volcans du Mexique ainsi que les volcans du Pérou.
Un bon exemple de ce type de volcanisme, c'est l'arc des Cascades qui débute à l'est de Vancouver par le mont Garibaldi et qui s'étend jusqu'au nord de la Californie à Lassen Peak. Dans cette région, on reconnaît 3 plaques tectoniques. La plaque du Pacifique, la petite plaque de Juan de Fuca et la plaque nord-américaine. La plaque de Juan de Fuca est poussée vers la plaque nord-américaine et s'enfonce sous cette dernière, provoquant le volcanisme qui vient former la chaîne des Cascades. C'est dans cette chaîne qu'on retrouve de superbes volcans comme le mont Sainte-Hélène et que l'on voit ici quelques mois après son éruption en 1980. Et le mont Rainier, un volcan pour le moment tout à fait tranquille qui forme le plus haut sommet de la chaîne. C'est dans cette chaîne que se trouve aussi le magnifique Crater Lake, le lac cratère aux eaux d'un bleu unique. Comme son nom l'indique, ce lac rempli de cratères d'un ancien volcan, le volcan Mazama, qui a connu une formidable éruption il y a 7700 ans. Une éruption évaluée à 47 fois plus importante que celle du mont Sainte-Hélène en 1980. Une éruption qui a vidé littéralement la chambre magmatique, causant l'effondrement du centre du volcan et laissant cet immense cratère de 10 km de diamètre, aujourd'hui occupé par le lac d'une profondeur de 579 mètres. Nous venons de discuter du volcanisme qui se fait au niveau des frontières de plaques lithosphériques. Mais il y a aussi du volcanisme qui se fait à l'intérieur des plaques, ce qu'on appelle du volcanisme intraplaque. Ce volcanisme correspond aux pics sous-marins dont on a discuté dans l'émission précédente. Ces pics sont particulièrement abondants dans l'océan Pacifique où ils forment de grands volcans, des volcans qui essentiellement partent du fond sous-marin à des profondeurs de 4000 à 6000 mètres et qui viennent percer jusqu'à la surface. On les appelle des guyos. Et comme exemple, on a par exemple ici les îles de la Polynésie, on a les îles Marshall, on a les îles d'Hawaï ici. On les retrouve souvent formant de longs chaînons. On appelle ce type de volcanisme du volcanisme de point chaud. Pour des raisons que l'on comprend encore mal, il se fait à la base du manteau supérieur une concentration très locale de chaleur qui amène une fusion partielle du matériel. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Le matériel fondu au niveau du point chaud devient moins dense que le matériel ambiant et de ce fait, il remonte vers la surface et vient percer la lithosphère pour former un volcan. Ces points chauds sont stationnaires et peuvent fonctionner pendant plusieurs millions d'années. On en connaît même qui fonctionnent depuis près de 100 millions d'années. Voyons les choses d'un peu plus près. Si une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud qui fonctionne sporadiquement, on aura la formation d'un chaînon de volcans, comme le montre ici cette animation. Dans ce chaînon, les volcans les plus vieux vont se situer à l'extrémité du chaînon qui est la plus éloignée du point chaud, alors que les volcans les plus jeunes vont se situer à proximité du point chaud. On retrouve la plupart de ces volcans de point chaud sur la lithosphère océanique, mais on en connaît aussi à l'occasion qui se trouvent sur la lithosphère continentale, comme par exemple au parc de Yellowstone. Le chaînon qui va des îles Hawaï jusqu'à la fosse des Kouriles aléoutiennes dans le Pacifique Nord est un bon exemple de la marque laissée sur le plancher océanique par le déplacement d'une plaque au-dessus d'un point chaud. Voyons cette situation. Un point chaud se situe sous Hawaï. La plaque du Pacifique se déplace présentement vers le nord-ouest et plonge sous la plaque de l'Amérique du Nord à la hauteur de la fosse des Aléoutiennes. Ce déplacement a laissé 2 chaînons de Guyot, le chaînon d'Hawaï et le chaînon Empereur. Les volcans d'Hawaï, à l'extrémité sud du chaînon d'Hawaï, sont tout à fait récents. Et l'âge des volcans le long du chaînon est de plus en plus vieux à mesure qu'on s'éloigne d'Hawaï. Pour vous donner un ordre de grandeur du temps impliqué, les volcans d'Hawaï ont un âge plus jeune que 1 million d'années. Ceux des îles Midway datent d'il y a 20 millions d'années. Ceux qui se situent au début du chaînon Empereur datent d'une quarantaine de millions d'années. Et les volcans plus près de la fosse des Aléoutiennes datent d'il y a quelques 70 millions d'années.
C'est donc dire qu'il a fallu 70 millions d'années pour former ce chaînon Hawaï-Empereur. Le parcours et les âges du chaînon nous renseignent sur deux choses. D'abord, que la direction du déplacement s'est brusquement modifiée durant le déplacement de la plaque, il y a quelques 40 millions d'années, comme le montrent les flèches blanches. Puis ensuite, connaissant la distance du déplacement entre deux volcans d'âge connu, on peut calculer la vitesse moyenne du déplacement de la plaque entre ces deux points. Ici, par exemple, une vitesse moyenne de 10 cm par année pour le chaînon d'Hawaï. On ne sait pas vraiment depuis combien de temps fonctionne ce point chaud, puisque si les volcans ont été formés il y a plus de 70 millions d'années, ils ont été engloutis en même temps que la plaque du Pacifique dans la zone de subduction des Aléoutiennes Kouriles et digérés avec elle dans l'asténosphère. Je vous ai signalé précédemment le cas de l'Islande. L'Islande est carrément assise sur la dorsale médio-océanique. Aujourd'hui, on sait que si l'Islande a été capable de se construire jusqu'à la surface de l'océan, c'est que finalement, il est aussi assis sur un point chaud. Tout comme pour les séismes, donc, la répartition et la nature du volcanisme viennent appuyer la théorie de la tectonique des plaques. C'est l'existence de frontières divergentes qui explique le volcanisme de dorsale. C'est aussi l'existence de frontières convergentes tout autour du Pacifique qui explique cette ceinture de feu. C'est aussi à cause de l'absence de zones de convergence tout autour de l'océan Atlantique qui explique que nous n'avons pas de volcanisme dans cet océan. La présence de chaînons volcaniques sur les planchers océaniques vient démontrer que les plaques se sont déplacées au-dessus d'un point chaud stationnaire, ajoutant donc du poids à l'idée du tapis roulant des fonds océaniques comme l'avait proposé Touceau-Wilson. Nous verrons dans une autre émission que la composition des laves des volcans est fonction de la position de ces volcans dans le contexte de la tectonique des plaques. Les troisième et quatrième phénomènes géologiques dont on va traiter en relation avec la théorie de la tectonique des plaques sont intimement associés. Il s'agit de la déformation des roches et de la formation des chaînes de montagnes. C'est pourquoi nous allons d'abord commencer par regarder la déformation des roches et ensuite nous passerons à la formation des chaînes de montagnes. Quand on parle de couches sédimentaires, on se représente le plus souvent des couches disposées à l'horizontale, comme ce paysage de l'île d'Anticosti ou encore celui-ci du Grand Canyon du Colorado. Dans les grandes chaînes de montagnes, ces couches qui, à l'origine, étaient à l'horizontale, sont plissées, faillées, basculées, parfois très fortement déformées. Qu'on puisse déformer ainsi des roches peut paraître difficile à imaginer, mais en géologie, il faut considérer trois facteurs importants: la pression, la température et le temps. La déformation des roches se fait sous des contraintes de compression ou de tension. Ce schéma nous indique le type de déformation en relation avec la température et la pression. Dans la croûte terrestre, vous savez que ces deux paramètres peuvent être très importants. On reconnaîtra deux grands domaines de la déformation. Il y a le domaine de la déformation cassante, qu'on appelle aussi la déformation fragile. Dans ce domaine, on a des conditions soit de pression faible et température élevée, soit des conditions de pression élevée et température faible, ou soit des conditions de température et pression faible à moyenne. Dans l'autre domaine, le domaine de déformation plastique, aussi appelé ductile, tant la température que la pression sont élevées. La flèche symbolise une augmentation progressive des conditions de température et de pression à mesure que l'on s'enfonce dans la croûte terrestre. De manière générale, les roches de surface seront déformées de façon cassante, alors que les roches en profondeur le seront de façon plastique. Un troisième facteur est déterminant en géologie, c'est le temps. Si on essaie de plisser une couche de roche très dure comme du grès ou du calcaire, à l'échelle humaine du temps, cette couche va se fragmenter en 1000 miettes. Cependant, si on y met le temps géologique des centaines de milliers d'années et même des millions d'années, cette couche va se plier, se plisser très, très facilement.
Vous avez tous déjà observé des rayons de bibliothèque qui avaient ployé sous le poids des livres. À l'origine, ce rayon, il était à l'horizontale. Même si aujourd'hui on enlève les livres, on s'aperçoit que la déformation est permanente. Par conséquent, si on se place dans une perspective de temps géologique, on conçoit très facilement que les roches qui originellement s'étaient déposées à l'horizontale vont se retrouver toutes déformées. Voyons d'abord la géométrie de cette déformation, une géométrie qui permet aux géologues de déduire le type de contrainte qui a affecté les roches. Les plis et les failles sont produits par des forces de compression ou de tension sur un volume de roche. Comme exemple, prenons la déformation d'un jeu de cartes. Appliquons des contraintes coaxiales de compression. Le jeu de cartes se déformera en un pli parfaitement symétrique. Si les contraintes de compression ne sont pas coaxiales, le jeu de cartes se déformera de manière asymétrique. Appliquons ces contraintes sur un volume de roche maintenant, un volume bien stratifié, non déformé. Avec des contraintes coaxiales, les couches vont se plisser et former des plis symétriques. Le plan axial de ces plis sera vertical et les deux flancs du pli seront symétriques par rapport au plan axial. On a ce qu'on appelle des plis droits. Avec des contraintes non coaxiales, les couches vont se plisser et former des plis asymétriques. Le plan axial de ces plis sera incliné et les deux flancs du pli n'auront pas la même pente, mais garderont des pentes opposées. On parle alors de plis déjetés. Avec une intensification des contraintes, le déversement des plis va s'accentuer. Le plan axial sera encore plus incliné et la pente des deux flancs des plis ne sera plus opposée, mais dans le même sens. On a là des plis déversés. Une accentuation de la déformation conduira même à des plis couchés. Ce type de déformation se fait en régime plastique, c'est-à-dire sous des températures et des pressions relativement élevées. Il se fera donc dans les parties plus profondes de la croûte terrestre. Si les températures et les pressions sont plus faibles, c'est-à-dire dans les parties superficielles de la croûte terrestre, la déformation sera plutôt cassante. Revenons à notre volume de roches stratifiées. Les mêmes contraintes de compression vont produire des failles plutôt que des plis. On aura ici ce qu'on appelle une faille inverse. Dans la nature, une combinaison des deux processus est aussi possible. Déformation plastique suivie d'une déformation cassante. On aura alors ce qu'on appelle une faille de chevauchement. En régime de tension, les contraintes tendent à étirer le matériel et à créer des failles. Revenons à notre volume de roche. Il se formera des failles dites normales ou de gravité. Elles pourront être simples, comme celle-ci, ou se produire en série par des basculements. On parle alors de failles listriques. Lorsque la contrainte se fait dans un plan horizontal par des forces opposées, il se produit un déchirement de la croûte terrestre. Il se forme alors ce qu'on appelle une faille de décrochement. Ces déformations de la croûte terrestre s'expriment aussi sur les reliefs des continents. Dans une certaine mesure, elles vont donner leur caractère au paysage géologique. Ainsi, une faille de gravité produira de grands escarpements qui, modelés par l'érosion, seront bien visibles dans le paysage. Un bon exemple, c'est le grand escarpement de la côte de Beaupré dans la région de Québec. Les plis dans des terrains où alternent des roches dures, difficiles à éroder, et des roches plus tendres, qui sont très faciles à éroder, vont aussi laisser leur marque. Si, par exemple, l'axe des plis est horizontal, comme sur ce schéma, le paysage sera caractérisé par de longues crêtes rectilignes. Par contre, si les plis ont des axes plongeants, comme ici, l'intersection entre les flancs des plis et le plan horizontal sera marquée par des courbes, avec le résultat que le paysage sera caractérisé par des crêtes en lacets formant des ondulations.
C'est en étudiant des terrains déformés que les géologues qui œuvrent dans le domaine de ce qu'on appelle la géologie structurale sont en mesure de déterminer la nature et le sens des contraintes qui ont déformé les roches. Et c'est à l'aide des conclusions de ces études qu'on peut aussi appliquer tout ceci à l'étude de la déformation, cette fois à l'échelle de la chaîne de montagnes. C'est ce qui nous amène donc à discuter de ce quatrième et dernier point de cette émission, la formation des chaînes de montagnes. S'il est une question qui a longtemps embarrassé des géologues, c'est bien la formation des grandes chaînes de montagnes comme les Rocheuses canadiennes, les Alpes, l'Himalaya ou plus près de nous, les Appalaches. Il y a diverses façons de former ce qu'on appelle une montagne. Un volcan, par exemple, peut être appelé montagne. Un massif de roches intrusifs qui aurait été mis à nu par l'érosion, comme par exemple le Mont-Royal à Montréal ou le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Bruno dans la Montérégie, peuvent être aussi appelés montagnes. Cependant, ce dont on parle ici, c'est les grandes chaînes de montagnes plissées. Ce n'est qu'après avoir compris le jeu des plaques tectoniques que finalement, on a compris comment se sont formées ces grandes chaînes plissées. Ces grandes chaînes de montagnes possèdent des attributs bien particuliers. Ainsi, les roches sédimentaires qui les forment, c'est-à-dire ces roches qui anciennement étaient des sédiments, des sables, des graviers, des boues, qui se sont déposés dans un bassin, ces roches sédimentaires contiennent des fossiles d'organismes marins. On en conclut donc, comme première constatation, que les matériaux qui ont formé les chaînes de montagne se sont déposés sur des fonds marins. Il y a aussi des roches métamorphiques dans les chaînes de montagne. Une roche métamorphique, c'est une ancienne roche sédimentaire ou ignée qui a été transformée par des très hautes pressions et températures. On retrouve donc dans certaines portions des chaînes de montagne de ces roches. Ces roches se forment à des grandes profondeurs dans la croûte terrestre. Donc, une seconde constatation, c'est que finalement, au moins une partie des chaînes de montagne a été formée à de grandes profondeurs dans la croûte terrestre. Un autre attribut des chaînes de montagne, c'est la présence de lambeaux de croûte océanique coincés dans des grandes failles. Ceci nous indique donc que non seulement le matériel qui forme la chaîne de montagne s'est déposé dans un bassin océanique, mais aussi qu'il s'est déposé sur de la croûte océanique. Force donc nous est de conclure que finalement, le matériel qui forme la chaîne de montagne s'est déposé dans des bassins océaniques, sur de la croûte océanique, et qu'une partie de cette chaîne de montagne, éventuellement, s'est retrouvée à de grandes profondeurs dans la croûte terrestre. S'il est une caractéristique qu'on retrouve dans toutes les chaînes de montagne, c'est bien le fait que les couches y sont déformées. Depuis longtemps, les géologues savaient qu'il avait fallu des forces de compression latérale très importantes pour développer cette géométrie de déformation. Ils faisaient face à deux choses. D'abord, il fallait trouver le mécanisme responsable de cette compression latérale, mais aussi il fallait trouver un mécanisme responsable pour le soulèvement de tout ce matériel qui forme la chaîne de montagne. Bien, vous avez déjà compris sans doute que je vais vous expliquer que la tectonique des plaques offre un modèle tout à fait adéquat pour expliquer cette formation des chaînes de montagne. Partons de ce qu'on appelle une marge continentale passive, comme celle de l'Atlantique actuelle, où s'accumule sur le plateau continental et à la marge du plateau continental une énorme pile de sédiments provenant de l'érosion de ce continent. Parce qu'elle s'éloigne de plus en plus de la zone de divergence, la lithosphère devient de plus en plus dense. Ceci parce qu'en s'éloignant de la dorsale, elle refroidit et par conséquent se densifie. Viendra un moment où, sous la poussée du tapis roulant et l'augmentation de densité, cette lithosphère va se plisser, se fracturer et l'une des lèvres va s'enfoncer sous l'autre, créant une zone de subduction. On vient donc de transformer un mouvement de translation latérale d'une seule plaque en un système de collision entre deux plaques. Un petit bout de lithosphère océanique collé à de la lithosphère continentale à gauche et de la lithosphère océanique à droite.
On est passé d'une situation qu'on appelle de marge passive à une situation de marge dite active. Comme on l'a montré précédemment, il va se former un arc volcanique insulaire. Le chevauchement progressif de la lithosphère océanique sur ce qui reste de lithosphère océanique du côté continental va concentrer le matériel qui se trouve sur les fonds océaniques pour former ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. Un prisme qui va croître à mesure de la fermeture entre l'arc volcanique et le continent. La collision entre l'arc volcanique et le continent va créer un chevauchement important, un chevauchement de tout le matériel du prisme d'accrétion vers le continent. Finalement, la poursuite du mouvement va concentrer encore plus de matériel et former une chaîne que l'on peut qualifier d'immature, en ce sens que la dynamique n'est pas terminée. La marge de cette chaîne immature va se transformer en une nouvelle zone de subduction, ce qui va permettre à la collision de se poursuivre et amener du volcanisme d'arc continental sur la nouvelle chaîne formée. Mais la véritable chaîne de montagnes matures, c'est celle qui sera formée par la collision entre deux plaques continentales. Dans cette situation, à mesure que se referme l'étau constitué par le rapprochement des deux plaques, il se construit, comme dans le cas précédent, un prisme d'accrétion qui va croître progressivement par la concentration du matériel dans un espace de plus en plus restreint. La chaîne de montagne va s'ériger peu à peu. Avec la collision des deux plaques et la cessation du mouvement, la chaîne a atteint sa hauteur maximum et acquis ses caractéristiques. Il y aura une zone de roches non déformées jouxtant les roches déformées de la chaîne, parfois de façon symétrique de part et d'autre de la chaîne. La chaîne sera formée de roches déformées. Il y aura des roches métamorphiques, très déformées aux racines de la chaîne. Rappelez-vous ce qu'on a dit au sujet des roches métamorphiques qui se formaient sous l'influence de la température et de pression très élevées. Une chaîne de montagne, c'est un peu comme l'iceberg. Les racines sont encore plus profondes que la chaîne en surface. On peut donc facilement imaginer que les roches aux racines se trouvent à des températures et des pressions très élevées. Il y aura aussi des corps intrusifs, des batholithes, des plutons témoignant de l'activité magmatique. On trouvera aussi des lambeaux de croûte océanique. Quand tout sera terminé, la lithosphère océanique enfoncée sous la lithosphère continentale sera digérée dans la sténosphère. On voit bien que la tectonique des plaques offre aux géologues à la fois ce mécanisme de compression latérale et à la fois ce mécanisme pour soulever tout ce matériel qui s'était déposé sur les fonds océaniques. Ces dernières années, cependant, on s'est aperçu que la situation n'était pas aussi simple. On a observé dans les grandes chaînes de montagnes qu'elles étaient composites, c'est-à-dire qu'elles étaient formées de plusieurs petits morceaux agglutinés ensemble. Ces petits morceaux, qui représentent d'anciennes petites masses continentales, ont été appelés d'un affreux terme, les terranes, qui est une traduction du mot terrain en anglais. Ces microcontinents sont transportés par le tapis roulant des fonds océaniques. Lorsqu'ils arrivent en collision avec une grande masse continentale, leur densité est trop faible pour qu'ils puissent être enfoncés sous la plaque. Ils sont donc arrachés de la plaque qui les transporte et collés à la marge de la grande masse continentale. Il peut s'accumuler ainsi plusieurs de ces petits morceaux qui vont venir former une mosaïque de terranes. Un bon exemple, c'est la cordillère de l'Ouest américain. On a souvent tendance à considérer que les reliefs de l'ouest de l'Amérique du Nord sont formés uniquement par les Rocheuses. En fait, les Rocheuses ne forment qu'une chaîne linéaire dont la limite géologique orientale est soulignée ici par la ligne rouge embarbelée. La chaîne des Rocheuses est représentée en jaune. À l'ouest de la chaîne, on retrouve plusieurs entités physiographiques représentées chacune par une couleur différente, dont la Sierra Nevada, la Sierra Madre, la chaîne des Cascades, la chaîne côtière, le plateau de Columbia, etc. Il s'agit d'un collage de plusieurs terranes qui se sont agglomérés depuis plusieurs centaines de millions d'années.
On reconnaît de plus en plus de ces mosaïques de terrain dans les grandes chaînes de montagnes. D'abord dans les grandes chaînes de montagnes qui se situent au centre des continents, comme l'Himalaya ici, ou encore dans le nord-ouest de l'Afrique, les monts Atlas, la chaîne des Pyrénées entre l'Espagne et la France, la chaîne des Alpes ici. C'est normal que l'on retrouve ces grandes chaînes de montagnes au centre des continents, puisqu'elles sont le produit de la collision entre deux masses continentales. On retrouve aussi ces grandes chaînes de montagnes en bordure des continents, comme entre autres cette grande chaîne des cordillères ici à l'ouest de l'Amérique du Nord, ainsi qu'à l'ouest de l'Amérique du Sud. Ce sont finalement des chaînes qui sont encore en formation. Donc, c'est normal, cette situation-là, et cette situation ne peut être expliquée que par la tectonique des plaques. La théorie de la tectonique des plaques est une théorie cohérente qui, aujourd'hui, est acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique. Avec la tectonique des plaques, on pense planétaire. Les anglophones diraient « global ». On voit la Terre comme un système où toutes les pièces, tous les éléments forment une grande machine mue par la thermodynamique. Le moteur du mouvement, ce sont les grandes cellules de convection dans le manteau terrestre. Ces cellules sont le résultat d'un flux thermique qui va de l'intérieur de la Terre vers son extérieur. Ce flux, il est causé par la dégradation radiométrique de certains éléments de la planète. Des phénomènes géologiques très importants qu'on n'arrivait pas à expliquer convenablement deviennent tout à coup très clairs. Cette troisième émission complète un premier bloc sur la géodynamique interne, plus spécifiquement sur l'étude de la théorie de la tectonique des plaques. Nous avons vu que cette théorie est unificatrice et qu'elle rend compte des grands phénomènes qui affectent notre planète. Est-ce à dire que nous avons tout compris? Certainement pas. Nous avons compris le cadre général unificateur, mais il reste encore des inconnus, particulièrement au niveau des processus du manteau, entre autres en ce qui touche les cellules de convection que nous tenons pour le moteur du mouvement des plaques tectoniques. Dans la suite des émissions, nous allons fréquemment faire appel à ces notions et je vous invite donc à bien revoir ces trois cours et à consulter le site Internet où ces notions sont beaucoup mieux développées. Sur le site Internet, vous trouverez aussi des compléments en ce qui a trait au séisme. Entre autres, comment localise-t-on les séismes? Vous trouverez aussi des données sur les grands séismes, celui de Sumatra par exemple. Et puis vous trouverez un dossier aussi sur la sismicité au Québec. Dans la prochaine émission, nous allons changer de registre. De la grande mécanique planétaire, nous allons étudier les cristaux et les minéraux et voir à l'échelle de l'infiniment petit, là aussi, une organisation fascinante du système Terre. À la prochaine émission.